l'étape numéro 2. On va être dans l'étape numéro 2, qui est la réalisation et suivi. Donc là, c'est une étape super importante où vous allez voir des actions comme, bon, on va gérer l'équipe des projets, les parties prenantes du projet, s'il y a par exemple un comité de suivi ou un comité consultatif, etc. Mais aussi, on va mettre en œuvre les plans du projet. Donc, c'est là où on va réaliser les tâches, mais ça comprend également de faire le suivi de cet avancement du projet. Donc, ici, on va être confronté à des éléments comme comment on va gérer avec rapidité et précision s'il y a des modifications sur les plans de détail, s'il y a des modifications au niveau des coûts que nous avions établis au départ. Et évidemment, la question de la qualité aussi par rapport à ce qui était initialement planifié. Donc, dans cette étape, on va devoir s'ajuster assez rapidement si on observe des écarts ou des gaps dans la performance entre ce qui a été planifié dans ma première étape et ce qui est en train de se passer dans la réalité. Donc, ici, on va se poser vraiment des questions comme comment on peut mettre en place rapidement des stratégies pour surmonter les obstacles, dans le fond, à mon projet. Et finalement, on arriverait dans la troisième étape qui est la clôture. Ici, on veut surtout non seulement d'un côté évaluer les résultats de mon projet, il y a aussi des éléments que vous avez certainement déjà réalisés ou entendus qui est vraiment la reddition des comptes. Surtout dans vos organisations, vous travaillez avec des bailleurs de fonds, etc. Donc, la reddition des comptes, c'est incontournable pour cette étape-là. Et aussi, parfois on oublie, mais c'est super important de clore vraiment les dossiers. Donc, les classer, de réassigner l'équipe à d'autres mandats, par exemple. Ça fait partie de la clôture de notre projet. On peut changer de diapo, Chloé, merci. Alors, ici, j'aimerais savoir, avant de rentrer dans le détail pour chaque étape, et je vous propose un autre petit sondage, mais cette fois-ci, on va parler des outils de projet. Dans le fond, comme on ne peut pas vous laisser vous présenter chaque personne parce que ça nous prendrait 1 heure, alors j'aimerais savoir où vous vous trouvez par rapport à la connaissance des outils que vous connaissez, c'est ça, que vous utilisez dans la gestion de projet. Alors, dans le chat, on va vous mettre un autre petit lien pour que vous cliquez dessus puis répondez à la question, c'est quoi les outils de gestion de projet que vous connaissez? Alors, ça ne devrait pas tarder. Vous allez avoir la question dans le chat avec les liens pour aller répondre à un petit sondage. Donc, ici, j'essaie vraiment on peut partager la question et les liens, Chloé, dans le chat. Ici, je cherche à savoir vraiment si vous connaissez certains outils de projet ou si vous avez déjà utilisé dans le fond. Donc, OK, on voit déjà les résultats. Super. Donc, vous avez certaines options à cliquer. On va juste donner quelques secondes de plus pour avoir les différentes réponses parce que ça change vite quand vous le voyez à l'écran. Donc, mais je suis contente de voir, vous connaissez les outils les plus importants de la gestion de projet. Alors, notamment les plans d'action, je vois les rapports de clôture, mais ça bouge entre les diagrammes des grands, les rapports de clôture, des tableaux de bord, risques du projet. Malheureusement, je ne vois pas les autres en bas dans mon écran, mais les plus importants sont là, dans le fond, qui sont les pourcentages les plus élevés. Donc, c'est super. Ça veut dire que vous avez déjà été en contact avec ces outils et que vous le connaissez. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent déjà, ça va être un rappel, mais peut-être que vous allez découvrir des petites choses sur ces outils-là que vous n'avez pas encore peut-être utilisés ou peu importe. Ça va être aussi un rappel. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est sûr que vous allez découvrir certains des outils. On ne va pas vraiment aborder tous les outils. Moi, j'ai essayé de concentrer le contenu dans les outils qui sont vraiment comme je dirais, les plus communs qu'on voit dans la gestion de projet. Donc, on peut arrêter le partage, Chloé, et revenir à la diapositive. Donc, là, on rentre vraiment dans les 3 étapes du projet. Excusez-moi, dans les 3 étapes, c'est ça, des réalisations d'un projet. Fait que vous devrez voir la diapositive devant vous. Donc, la première étape, comme on avait vu tantôt, c'est partir sur des bonnes bases. Alors, ici, on va aborder cette première étape du cycle d'un projet et les outils à votre disposition, comme les outils les plus communément utilisés.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire partir sur des vents basses? Alors, je vous invite à vous imaginer ou juste à penser à un projet que vous avez présentement, un nouveau projet. Donc, vous êtes à l'œuvre d'un nouveau projet. On vient de vous les confier en tant que gestionnaire ou en tant que DG ou même en tant que membre du CA parce que j'ignore nécessairement vos rôles en ce moment, mais je sais on a différents profils. Alors, en tant qu'intervenante, coordonnateur ou coordonnatrice, etc. Donc, vous travaillez dans un nouveau projet. Vous connaissez les grandes lignes, mais dans le fond, vous ignorez encore qu'est-ce qu'on va faire exactement, à quel moment qu'on va les faire, c'est quoi l'investissement que ça va prendre. Donc, c'est ça. Comment on fait pour initier et planifier un projet? Par où commencer, dans le fond? C'est la question qu'on va essayer de voir tantôt. On peut changer de diapositive, Chloé. Donc, vraiment, il y a différentes choses qu'on peut faire pour initier un projet. Et on voit qu'il y a comme une grande liste dans le fond. Et il y a des étapes. Donc, parmi les points que vous voyez à l'écran, ça peut être réalisé tout ça dans le cadre de l'initiation et la planification d'un projet. Donc, vous voyez, dans une vraiment étape préliminaire, je dirais, à la réalisation d'un projet, on peut clarifier les contenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, on confirme l'objectif, les résultats à atteindre, les limites de notre projet. Donc, à cette étape-là, on devrait être capable de répondre à la question pourquoi mon organisation est vraiment investie dans ces projets? Pourquoi on fait ces projets? Et, et vraiment confirmer tous ces éléments-là. Et on peut aussi, c'est ça, aller dans les autres étapes, comme par exemple élaborer un plan d'action. Donc, ça, on va le voir tantôt comme un outil, comment on élabore les plans d'action. Évidemment, un calendrier de réalisation, parce qu'on veut savoir c'est quand qu'on va le faire. Assigner des ressources et des responsables, ça va nous parler plus de notre plan d'action où on va voir quelle est la liste de ressources à notre disposition, autant au niveau des capital humain, donc l'équipe de travail, mais aussi les ressources matérielles et financières. Et développer, c'est ça justement, combien ça va coûter. Et enfin, commencer le projet. Dans le fond, cette étape peut être aussi simplifiée comme vous le voulez ou peut aussi aller aussi loin que vous souhaitez. Par exemple, il y a des étapes supplémentaires que vous pouvez ajouter dans cette étape. Il y en a qui vraiment, ou que le bailleur de fonds même demande une analyse environnementale. Donc, quand vous déposez, imaginez quand vous déposez votre proposition de projet pour avoir des subventions. Parfois, vous devez même faire une analyse environnementale ou vous identifier des forces, des faiblesses, des occasions, des menaces. Et parfois, on nous demande aussi un plan de gestion des risques. Donc, il y a toute une série d'autres éléments qui peuvent rentrer dans la planification, mais on n'ira pas très loin aujourd'hui dans le fond. Mais l'importance de cette étape, c'est qu'elle va nous permettre vraiment de partir avec une base solide dans le fond. C'est important dans la gestion de projet. Mais saviez-vous que selon les recherches, dans le fond, si un projet respecte les standards de planification, écoutez bien, 15% de son temps devrait être consacré à son démarrage et à la préparation. Mais honnêtement, on s'est rendu compte que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Dans la pratique, dans le fond, on n'a pas, souvent, on n'a pas assez de temps de planifier dans le fond. Donc, est-ce que ça vous a déjà arrivé dans le fond de manquer de temps pour l'étape de planification et que vous devez comme tout de suite partir dans l'action et que vous avez pas trop d'idées encore sur tous les éléments que je vous ai mentionnés? Donc, si vous pensez que ça vous a déjà arrivé, croyez-moi, vous n'êtes pas vraiment les seuls qui manquait du temps pour planifier parce que selon justement la littérature, cette phase d'initiation et de planification est souvent ignorée. Et on parle de pourcentages vraiment grands, de 50 ou 60% des cas. On ignore dans le sens qu'on ne le fait pas vraiment formellement. Mais parfois, ce qu'on se rend compte, c'est que parfois cette précipitation de vouloir passer tout de suite à l'action explique en grande partie les situations parfois problématiques ou les limites qu'on peut trouver dans la réalisation de notre projet. Donc, vraiment, mon message pour vous ici, c'est que même si on le fait de façon très simple, le plus simple possible, avec les moins d'éléments, mais assez pour avoir une bonne base, c'est important de le faire. Et donc, quand on manque justement du temps, mais jamais vous proposer un outil qui est simple et utile à compléter, et notamment quand vous voulez passer rapidement à l'action. Donc, on pourrait changer de diapositive, Chloé.
Donc, je vous présente la fiche du projet. Dans le fond, oui, il s'agit c'est comme une carte d'identité descriptive du projet dans le fond. Et cette fiche-là met l'accent sur justement les besoins et les enjeux et fournit les principaux points de repère pour initier un projet. Donc, ça va vous aider vraiment à soutenir la prise de décision et pour assurer de maintenir aussi un alignement du projet et construire un plan pour lui. Elle peut aussi servir dans d'autres circonstances pour ceux qui font déjà un cahier de charges du projet où on va déterminer qui va faire quoi avec tous les détails. Ça va servir aussi comme un cadre de référence pour spécifier qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet. Donc, vous voyez, il y a une liste de choses comme à compléter qui est vraiment comme vous devrez au moins avoir ces éléments-là, même si de façon très simplifiée. Donc, c'est ça. Dans la première partie, nous avons comme l'objectif. Donc, vous devrez avoir une finalité du projet. Pourquoi est-ce que vous faites le projet? Ça devrait se répondre dans cette étape-là. Et donc, idéalement, quand on parle d'objectif, la littérature, on suggère vraiment de suivre la méthode SMART. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais juste pour vous dire qu'un objectif SMART doit être spécifique, donc doit être vraiment défini avec clarté, précision, doit être mesurable, donc on doit être capable vraiment de suivre, de savoir si on atteint ou non les objectifs, doit être atteignable, donc on va trouver justement un juste milieu entre maintenant un projet qui semble trop ambitieux ou un autre qui n'est pas assez ambitieux. Donc, on veut quand même sortir de la zone de confort, mais on veut garder l'équipe motivée. Et la prochaine élément pour un plan SMART, c'est, excusez-moi, pour un objectif SMART, et il doit être réaliste. Donc, des objectifs vont être vraiment à la portée de votre équipe de projet et de limiter dans le temps, dans la date à laquelle les objectifs doivent être fournis. Donc, ça, c'est la méthode SMART pour la définition d'objectifs. Ensuite, dans la fiche, on peut aussi retrouver une structure. Dans la structure, on parle de tout ce qui concerne la personne responsable de la réalisation du projet, chargé de projet, un coordonnateur ou peu importe, les membres de l'équipe qui vont également contribuer à la réalisation du projet, et les partenaires d'action et les bailleurs de fonds, évidemment. Parfois, il y a des comités qui doivent être formés aussi pour faire ce suivi-là. Est-ce qu'on va avoir une stratégie de communication? Comment on va suivre, dans le fond, la réalisation du projet avec tous ces mondes-là qui travaillent, multidisciplinaires qui travaillent dans le projet? Un autre élément, c'est le contexte. Donc, ici, vraiment, on veut savoir, est-ce qu'il y a des occasions, est-ce qu'il y a des atouts ou bien des contraintes, que ce soit internes à l'organisation ou externes avec la réalisation du projet? Est-ce qu'on doit regarder les cadres légaux ou réglementaires dans lesquels évoluent les projets? Est-ce qu'on a déjà établi notre lien avec les parties prenantes? Et nos ententes sont signées ici. Imaginez-vous quand vous avez votre entente de financement, donc c'est là où on va vraiment avoir les détails sur l'aspect de financement. Et parfois, on a des limites d'ordre géographique ou territorial, ou par exemple, la clientèle à desservir. On veut peut-être desservir, on aimerait desservir toute la population, mais finalement, on doit se limiter, par exemple, à des personnes avec une certaine caractéristique ou en situation de minorité, pour vous donner un exemple. Donc, tout ça doit être défini dans le contexte. Le risque, c'est super important, puis parfois on ne le fait pas. Parfois, on passe le risque et puis on saute à la prochaine étape. Mais ça, c'est important d'identifier dès le départ s'il y a des situations qui pourraient entraver la réalisation du projet. Par exemple, une coupure dans les financements, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ou le roulement de l'équipe, comment on met un plan vraiment des ressources humaines pour remplacer rapidement les personnes avec la pénurie des mandats qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est un risque assez important dans la réalisation des projets aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'on intègre une nouvelle personne, la courbe d'apprentissage nous fait prendre un peu de retard dans le fond sur la réalisation de notre projet. Donc, ce n'est qu'un exemple de risque. Et finalement, dans la fiche, on pourrait avoir aussi une section sur les ressources. Donc, ça, c'est vraiment la capacité des ressources disponibles et donc la partie de coûts, combien d'argent qu'on va mobiliser pour ça, pour réaliser les projets. Voilà la fiche du projet. On peut changer de diapositive. Donc, on a ici les plans d'action qui est un autre outil et vous le connaissez, je pense. La majorité on dit qu'ils connaissent les plans d'action. C'est tout simplement un projet de pilotage du projet. Donc, on vise à planifier vraiment tous les travaux essentiels pour mener à bien le projet
Et donc, ça, c'est vraiment une structure. Les plans d'action est un document qui, encore une fois, ajoute une structure à notre projet et nous aide à répertorier les tâches qu'on va réaliser. Donc, ça constitue vraiment le cœur des efforts de planification. Il va nous dire l'étendue des informations en fonction des dimensions que nous avons établies. Alors, il va nous dire par action ou par activité qui va être responsable de la tâche, quelles sont les ressources, quel va être l'échéancier. Donc, tous les éléments que vous voyez à l'écran, c'est des éléments que vous pouvez intégrer à votre plan d'action. Et encore une fois, vous pourriez le faire tout simplement avec des mots-clés ou vous pouvez des détails que vous souhaitez. Dans le fond, le plus important, c'est que ce soit un document qui soit vivant, un document qui soit dynamique et vraiment qu'on essaye vraiment de le mettre à jour. Donc, on ne veut pas que les plans d'action soient juste un document qui est resté pour notre bailleur de fonds, mais on veut que ce soit un document, un outil de travail. Et si on va changer de diapositive, Chloé, s'il vous plaît, et je vous ai mis comme un gabarit. Donc, ça, c'est un gabarit que vous pouvez utiliser pour réaliser un plan d'action. Donc, comme vous voyez, les colonnes sont là. Et je dirais que les éléments importants à considérer, surtout quand on veut garder ça vraiment simple, même si vous pouvez rentrer dans les détails, mais vraiment, on sait qu'on sous-estime systématiquement le temps et les ressources nécessaires à la réalisation des tâches. Donc, on dit toujours que ça va nous prendre 2 semaines, qu'en réalité, ça va nous prendre 4 semaines, par exemple, recruter des intervenants. Donc, c'est important de les sous-diviser en tâches, votre plan, et de vraiment estimer et garder un petit plus de temps, toujours pour avoir la flexibilité. Et c'est important d'utiliser des verbes pour décrire les activités quand vous allez vraiment détailler les activités. Et le plus important, je vous dirais, c'est de faire des suivis et des mises à jour de votre plan. Parce que oui, un projet, il y a des imprévus, il y a tout le temps des imprévus. Et oui, c'est important de le documenter pour trouver une stratégie pour aller quand même de l'avance malgré ces situations-là qui viennent limiter notre projet. On peut changer notre diapositive. Les projets ont toujours une date limite, alors vous pouvez vous imaginer pour y déterminer notre temps. Et même si vous n'avez pas encore commencé votre projet, que vous êtes en train d'envoyer votre demande de subvention à votre bailleur de fonds, parfois on vous nous impose dans le fond d'une date à laquelle le projet doit être terminé parce que le financement, parce que toutes sortes de situations. Donc, mais comment déterminer le temps nécessaire? Vraiment, on a besoin de connaître la séquence, donc dans quel ordre nos activités vont être réalisées, puis la durée, le temps que dure chaque activité. Donc, ici, je vous propose, si on change de diapositive, un outil, et je vous présente la version la plus simple de cet outil encore. J'ai vu que plusieurs d'entre vous connaissent déjà les diagrammes de Gantt. Ici, pour la fin des présentations, j'ai fait le diagramme le plus simple possible. Comme vous voyez, il s'agit d'un tableau chronologique qui illustre la liste de tâches. C'est que là, vous remplissez la liste de tâches et la date dans laquelle elle va commencer chaque activité, combien elle va durer et la date de fin. Donc, il existe d'autres versions avec plus de détails. Il existe des versions avec des logiciels ou des applications en ligne. Et vous pourrez avoir les niveaux d'avancement aussi. Vous pouvez avoir aussi les marges du temps à la disposition, quand je vous mentionnais, pour avoir une flexibilité, s'ajuster à la réalité du terrain. Donc, encore une fois, le plus important, c'est la mise à jour régulière. Et ça va servir aussi pour comme un rapport d'avancement dans le fond. Fait que tous ces outils que je vous partage, je pense que la clé derrière, c'est de les rendre vivants, de les rendre dynamiques et qui ne restent pas juste comme un autre document qu'on nous impose à remplir. Donc, on peut changer. Dans le fond, oui, on arrive à peu près la moitié du contenu et je vais vraiment vite parce que le temps presse, mais je vais quand même vous entendre. Donc, si vous avez des questions, on arrive à la période des questions. J'ignore si dans le chat il y a eu des questions, mais c'est ça, je demanderai à mon équipe technique si vous pouvez partager des questions ou bien en ce moment, si vous avez une question, juste levez votre main sur les Zoom puis on va vous donner la parole. Donc, on a une petite période de questions. Est-ce que nous avions des questions sur le chat?
Non, Lisette, la seule question que j'ai, ça concerne la présentation. Donc, je voudrais juste dire à tout le monde que la présentation sera disponible sur le site web de la FO dans les prochains jours. Je vais mettre le lien du site web sur le chat. Merci. Merveilleux. Donc, est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser une question ou bien, c'est ça, nous partager et, par exemple, si vous n'avez pas de questions, si quelqu'un voudrait nous partager comment ça se passe au niveau de la planification, est-ce que vous avez un défi spécifique, même si on ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais juste partager pour que les autres puissent vous entendre? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait lever la main, ouvrir votre micro? Est-ce que vous êtes là, dans le fond? Si Oui, vous voulez donc nous faire signe dans les chats. on a Nancy Prou qui a levé la main, donc je vais activer son micro. Super, Nancy, on aimerait t'entendre. Alors, on est en train d'ouvrir ton micro, Nancy. Bonjour, j'aimerais juste savoir si... Oui, mon micro est ouvert, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Nancy. Excellent, merci beaucoup. Non, j'aime beaucoup la présentation. Je me demandais si dans les outils que vous nous montrez et puis dans la présentation qui va être disponible, est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir comme les exemples de tableaux, je sais qu'ils sont déjà dans la présentation, mais si vous les avez dans un format Word ou un PDF modifiable, est-ce que est-ce que c'est une possibilité ou non? Mais dans le fond, vous allez avoir accès à la présentation en PowerPoint que vous pourrez faire copier-coller dans un Word parce que le livrable est là. Mais Excellent. sinon, c'est ça. Je pourrais voir Merci. si vous le récipiez. C'est pas grave. Juste parce que des fois, c'est des versions PDF du PowerPoint, puis là, on ne peut pas autant utiliser le contenu. Donc, merci beaucoup. Super, Nancy. OK, est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, on peut avancer parce que je voulais quand même vous partager les deux autres faces. Donc, Chloé, s'il n'y a pas de questions, on peut repartager la présentation. Il va y avoir une autre période à la fin, donc gardez vos questions aussi pour la période à la fin. Donc là, on passe à la prochaine étape, qui est la 12e. Donc, on avance bien. Merci de nous faire signe que vous êtes là et que vous écoutez. Donc, la 12e étape du cycle de vie d'un projet, donc, dans le fond, est constituée de deux processus. Donc, on va voir en quoi ça consiste, la réalisation du suivi. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Et cette phase est constituée vraiment de deux processus. Donc, un, c'est la réalisation de travail. Donc, carrément, la liste de tâches doit être accomplie, puis est-ce qu'on les accomplit ou non, on doit faire des ajustements. Et la deuxième partie, c'est vraiment la surveillance, ou ça dit le contrôle, mais ça peut être aussi les ajustements dans le fond, comment on va répondre à des possibles situations qui arrivent. Donc, à ce moment-là, je vous invite à penser à un projet actuel ou, par exemple, les derniers dans lesquels vous avez travaillé, peu importe les rôles que vous jouez dans ces projets-là. Donc, comment faites-vous le suivi de l'avancement du projet? Sur quoi vous faites le suivi dans vos organisations? Parce qu'encore une fois, chaque organisation a une culture de travail. Donc, on met l'accent sur ce qui est important au niveau des valeurs de notre organisation. Donc, pensez comment vous faites le suivi. Et je vais vous présenter ce qui est vraiment en théorie. Ça serait comme vraiment dans un monde idéal, mais vous pourrez toujours ajuster à votre façon de fonctionner. Donc, dans le fond, cette étape du projet va nous permettre de répondre à différentes questions. Donc, est-ce que mon projet avance? Est-ce que les équipes avancent dans leur travail? Est-ce que les projets avancent comme prévu dans le délai, dans toutes les ressources, enfin, les délais, les coûts et au niveau de la qualité? Et la troisième question, c'est comment on procède si on observe des gaps ou des écarts entre ce qui a été planifié et le réel. Donc, on doit être capable de répondre à ces questions. On peut changer de diapositive. Donc, un outil qui est vraiment de façon comment il est utilisé, vous l'avez mentionné aussi, donc vous le connaissez déjà, certains d'entre vous. Donc, c'est le tableau de bord. Donc, le tableau de bord est un outil vraiment, je dirais que c'est vraiment incontournable, un tableau de bord pour le suivi. Ça peut prendre d'autres formes et d'autres noms aussi, mais en tout cas, avoir un outil qui vous permet de vraiment, graphiquement, visuellement, sur une ou deux pages, d'avoir les principaux indicateurs du projet. Donc, on parle ici de KPI ou vraiment des éléments que vous vous avez donnés pour faire le suivi. Donc, on va avoir une vue d'ensemble de l'état de santé de votre projet et c'est de façon périodique.
Donc, on doit avoir des données pertinentes, que ce soit des statistiques ou des graphiques, mais vraiment résumées. Et on ne veut pas un rapport à ce niveau-là, on veut vraiment des tableaux en forme d'indicateurs idéalement pour suivre vraiment analyser la progression d'un projet. Donc, normalement, ici, vous le voyez dans le PowerPoint, on met l'accent sur différentes dimensions. Donc, la performance, c'est là où on va voir la comparaison entre les réels et les prévus. Et les coûts, quelles parties des coûts sont déjà engagées, les délais de réalisation et les risques. Donc, ce tableau de bord va nous servir des points d'appui pour la prise de décision. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est lui qui va nous permettre de décider, bon, qu'est-ce qu'on fait pour poursuivre les actions ou apporter des ajustements. Et aussi, il va nous aider c'est ça, avoir la pertinence de ce qu'on fait, à vraiment s'aligner dans le respect des échéanciers ou à surmonter les risques et les défis. Donc, ici, je vous présente à la prochaine diapositive, on pourrait les changer. Et la forme qu'un tableau de bord peut prendre. Il s'agit vraiment d'un exemple très, très, très simplifié et ça peut prendre différentes formes. En fin de compte, je voulais juste vous partager un exemple dans laquelle on voit vraiment d'un seul vue, c'est vraiment la clé d'un tableau de bord, que ce soit accessible, visuellement facile de retrouver les informations sur l'avancement du projet. Donc ici, dans ce projet, on met l'accent sur 3 dimensions, qui est les livrables, les délais et vraiment l'aspect financier, les coûts. Donc, la première partie des livrables nous fait tout de suite voir c'est quoi les activités. OK, je vois déjà qu'une activité qui est faite, on est en retard dans une autre activité, il y en a 3 autres qui sont à faire. C'est sûr, je ne vais pas aller en détail, mais vous allez avoir l'exemple pour plus d'informations. Et donc, ça, c'est vraiment la performance. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été encore fait. Et donc, on va dans la graphique numéro 2, vous allez avoir les délais de réalisation. Donc, ici, par exemple, dans cet exemple, on parle de recruter, former 50 bénévoles pour un service d'écoute téléphonique. Donc, vous avez recruté 50 bénévoles. Et donc, on voit dans les délais de réalisation comment les semaines avancent et vous en rendez où dans votre objectif. Donc, dans la première semaine, vous êtes arrivé à 5, ensuite 12 personnes recrutées, 22, 29, 38, 45. Donc, on voit bien qu'on s'aligne vers notre objectif. Donc, ici, si vous retrouvez qu'à la moitié de l'échéancier, on n'a pas encore recruté assez de monde, fait que là, vous pourrez avoir des ajustements au niveau des ressources qui sont destinées au recrutement dans votre projet. Et la troisième partie, ça nous montre, moi je ne le vois pas dans mon écran, puis j'espère que vous le voyez mieux, mais c'est vraiment un tableau qui simplifie où est-ce qu'on en est par rapport aux dépenses qui sont engagées, qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui est engagé, qu'est-ce qui est disponible. Donc, on peut voir vraiment d'un vue d'ensemble les 3 dimensions qui ont été choisies pour cet exemple. Vous pouvez le faire aussi complexe que vous voulez. Je voulais juste vous donner un exemple de quelle forme ça peut prendre. Alors, on peut avancer de la diapositive. Ensuite, normalement, quand on travaille un projet, qui dit projet, dit équipe de travail et dépendamment de la grandeur de votre organisation, de la grosseur de votre équipe, normalement, on pourrait voir des comités de pilotage, comités suivi, comités aviseurs, peu importe les noms que cette équipe de travail va prendre. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup par des comités. À moins que vous êtes une petite organisation et que vous avez juste votre équipe à l'interne, mais normalement, nos partenaires veulent avoir aussi un point de vue dans votre projet, surtout si on travaille en concertation. C'est très, très, très commun de voir ça aujourd'hui. Donc, si vous avez ça, un comité de travail, j'aimerais ça vous partager quelques exemples pour vos comités. Donc, dans le fond, ces comités-là, ce qui est la clé, c'est que ça doit être vraiment une instance de décision. Parce qu'on ne va pas aller dans un comité juste pour prendre compte à un groupe de personnes. On veut que ces personnes-là participent dans les orientations. Donc, ces comités, c'est important que ce soit composé d'experts qui vont nous aider vraiment dans la réalisation de notre projet. Il va y avoir aussi les chargés de projet. C'est des gens qui vont pouvoir participer dans la prise de décision parce qu'on veut que ces gens-là puissent faire progresser le projet dans la bonne voie. Donc, première astuce pour votre comité. Ensuite, on doit se réunir fréquemment pour justement valider les résultats et surtout s'il y a des éléments à décider au niveau, par exemple, des écarts, c'est le moment pour prendre les décisions. C'est aussi important que ces comités donnent des orientations pour atteindre des objectifs. Donc, à ce moment-là, on peut faire des ajustements aussi. Par exemple, si on nous donne des objectifs qui sont vraiment hors de notre réalisation, c'est le moment de les ajuster.
parce qu'on doit s'aligner quand même toujours sur la vision et la mission de l'organisme. Donc, et finalement, on doit, les réunions doivent être formelles. Donc, moi, je vous suggère vraiment pour la réussite d'un comité, c'est que vous fixez des dates à l'avance. Par exemple, on se rencontre une fois par mois, c'est le troisième mercredi de chaque mois, par exemple. Ça nous aide vraiment dans tout cet aspect d'organisation parce que imaginez-vous établir une date où 10 personnes doivent participer aujourd'hui, ça nous coupe du temps dans la réalisation de notre projet. C'est sûr qu'on doit être bien organisé pour émettre les documents à l'avance et assurer les suivis. Donc, c'est vraiment quelques points clés, mais d'après mon expérience, je vois vraiment pourquoi parfois ça ne fonctionne pas du tout les comités. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'impression de mon comité, j'ai déjà eu des commentaires, mon comité, il est une entrave à la réalisation de mon projet plutôt qu'une aide. Donc, il va falloir vraiment voir qu'est-ce qui se passe pour transformer ça dans vos comités. On ne veut pas que les comités soient un fardeau, on veut que le comité soit vraiment un appui, un soutien. Super, alors on peut changer de diapositive. Donc, ici, on va voir la troisième étape du projet, qui est vraiment la clôture et l'évaluation. Donc, moi, je l'appelais atterrir en douceur parce que parfois, soit qu'on saute cette étape et on fait juste des minimums pour notre bailleur de fonds, de ce qui est demandé dans notre entente, mais il y a des petits points quand même à considérer. Donc, pensez à ce moment à un projet actuel ou encore une fois le dernier dans lequel vous avez travaillé. Et réfléchissez comment vous faites la clôture de votre projet. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a une procédure officielle à votre organisation ou officieuse dans le fond que vous faites toujours de la même façon? Et également, qu'est-ce qui est important pour vos organisations à cette étape-là? Est-ce que c'est juste de répondre aux exigences des bailleurs de fonds? Est-ce que c'est vraiment de fermer le plus rapidement possible et passer à autre chose? Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous nourrissez votre organisation dans le fond de la pratique et l'expérience? Et c'est de ces points-là dont je vais vous parler à ce moment-ci parce que pour plusieurs organisations, vraiment la réduction des comptes, c'est aussi un point qui est comme difficile, qui est ardu parce qu'on nous impose parfois des gabarits, etc. Donc, transformer la façon dont on voit la clôture d'un projet pour les mettre au profit de notre organisation. Et c'est comme le message que je vais vous passer sur cette étape aujourd'hui. Donc, on peut changer de diapositive, Chloé. En quoi consiste cette étape? Donc, premièrement, c'est sûr qu'on veut évaluer les résultats. C'est qu'on veut savoir est-ce qu'on atteint nos objectifs ou non. Notre bailleur de fonds veut savoir ça. Nos partenaires veulent le savoir également. Donc, on parle ici de la réduction des comptes de façon globale. Mais aussi, dans cette étape, on veut vraiment assigner, comme clôturer les dossiers, assigner les membres de l'équipe à d'autres mandats, conclure les dossiers, et je vais vous parler d'une autre étape super importante tantôt. Donc, par exemple, cette phase peut déboucher sur, c'est sûr qu'il y en a qui doivent adopter la version finale des résultats, qui doivent l'envoyer à leur bailleur de fonds pour fermer les dossiers. Et vous posez aussi vos recommandations et des suggestions pour des projets à venir. Donc, pour cette étape, il y a un outil que je vais vous présenter à continuation qui va vous aider et parfois qui est demandé par les bailleurs de fonds dans le cadre d'une évaluation de projet, que vous le faites à l'interne ou à l'externe. Donc, on peut changer de diapositive, Chloé. Les fameux cadres logiques. Il y en a qui détestent entendre parler du cadre logique ou d'évaluation parce que qui aime ça se faire évaluer ou se faire dire qu'est-ce qui a moins bien fonctionné dans le fond, c'est que c'est vraiment, en partant, on a une perception très négative du cadre logique. Mais laisse-moi vous dire que le cadre logique est votre meilleur allié dans le fond pour vraiment aligner le projet. Dans le fond, le cadre logique répond à 3 questions. Où allons-nous dans ces projets? Parce qu'il y a une mission, il y a vraiment une finalité de votre objectif. Par exemple, vous voulez mieux desservir la communauté en situation minoritaire. Comment nous allons arriver? Alors, vous avez aussi les actions qui sont détaillées dans votre plan d'action. Mais la plus importante, c'est qu'est-ce qui va nous dire que nous sommes arrivés là? Parfois, on n'a pas encore, on ne prend pas le temps de décider, de définir comment on va savoir qu'on atteint nos objectifs, qu'on dessert mieux les communautés en milieu minoritaire, par exemple. Donc, je vais vous présenter à la prochaine diapositive. On peut changer, Chloé, et un gabarit qu'on peut compléter dans le cadre de vos projets. Donc,
laissez pas vous intimider parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais moi, je vais essayer de les résumer. Vous allez avoir la diapositive dans le fond de la présentation, mais dans le fond, il s'agit d'une matrice qui va montrer la connexion, regardez mes flèches, et des éléments qui sont interdépendants. Et vous allez comprendre pourquoi, et qui composent un ensemble. Donc, cette représentation graphique montre notre relation logique entre, on les lit d'en bas en haut. Donc, vous allez en bas. Les ressources qui vont être mobilisées dans le cadre d'un projet, les activités qu'on va entreprendre dans le cadre de ce projet, et pour finir à avoir des changements ou les résultats, les objectifs ou la finalité de votre projet. Donc, il va nous aider à décrire la séquence des événements qui doivent apporter des changements au fil du temps dans certaines populations, par exemple. Donc, c'est une façon de lier, dans le fond, des ressources investies à la finalité de notre projet. Et comme je vous disais, on les lit d'en bas en haut en diagonale. Donc, par exemple, je vais vous aider à les lire une fois, puis après ça, vous allez le voir dans la présentation. On commence par en bas, on voit les conditions préalables qui, normalement, dans la plupart des cas, il s'agit de financement. Si on a les financements disponibles pour ces projets que nous avons proposés, et bon, on parle de la réalisation de conditions. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais disons que les principes, c'est ça, on doit assurer que le financement est là pour réaliser le projet. Ensuite, on monte aux activités et les ressources, qui est vraiment notre plan d'action. Donc, on lit dans la colonne d'hypothèses. Si les activités ont été effectuées, quelles hypothèses doivent être confirmées pour atteindre des réalisations? Ensuite, on monte en diagonale aux réalisations. Si les réalisations sont atteintes, quelles hypothèses doivent être confirmées pour atteindre des résultats? Et ensuite, on monte vers les résultats. Si les résultats sont atteints, quelles hypothèses doivent être confirmées pour atteindre la finalité du projet? Et en plus, il faut savoir que dans une perspective de gestion axée sur les résultats, ce qui est très commun aujourd'hui dans nos organisations, ces cadres logiques représentent un outil de planification, de suivi et d'évaluation. Parfois, les bailleurs de fonds exigent une évaluation aussi d'un projet. Donc, idéalement, cet outil ou ce tableau-là doit être élaboré même avant de commencer le projet. Donc, voilà pour les cadres logiques. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'informations, mais vous allez avoir la présentation et vous pourrez le voir en détail. Mais tout ça doit être défini vraiment avant même de commencer le projet. C'est vraiment la clé et il va vous aider. Quand que vous allez avoir rempli votre cadre logique, vous allez avoir tous les éléments pour répondre à toutes les questions de vos bailleurs de fonds, mais aussi intégrer certaines choses dans votre organisation. Parce qu'on peut voir les apprentissages, puis les intégrer dans l'expérience de votre organisation. Donc, on peut changer de diapositive. Il y a 2 éléments de plus, et puis après ça, on va passer à la période de questions. Les rapports de clôture. Les rapports de clôture, mais vous le connaissez, je n'irai pas en détail, mais c'est sûr que c'est un rapport qui, dans la plupart, est demandé par les bailleurs de fonds. Si vous êtes une toute petite organisation, que vous voulez quand même ajouter dans votre rapport annuel d'activité pour votre AGA ou peu importe. Mais c'est ça, c'est un document qui contient les principales informations du projet et assure l'expérience, les transferts d'expérience de l'organisation. C'est vraiment la clé pour moi. C'est que quand on finit un projet, il ne faut pas juste penser de OK, c'est terminé, on passe à la prochaine. C'est vraiment quelle expérience qu'on a pu ajouter à notre organisation de ces projets-là. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr qu'il faut trouver des éléments quand même sur l'évaluation du projet. Donc, les éléments que vous voyez dans la diapositive, l'évaluation du projet, les réalisations et le résultat. Et donc, vous pouvez présenter les différents outils que je viens de vous partager. Ça peut être le tableau de bord, ça peut être votre liste d'activités avec cocher, réaliser, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, pourquoi, par exemple, l'analyse l'analyse du pilotage, donc comment est-ce qu'on a réalisé les projets par rapport aux objectifs de réalisation, les coûts qu'on avait destinés, les délais et les risques. Donc, est-ce qu'on a posé des modifications, des ajustements, et ça va aider à votre organisation à mieux planifier la prochaine fois. Donc, on passe à la dernière élément de cette diapositive-là, qui est les éléments enseignements tirés. Et ça, c'est vraiment les pratiques exemplaires de votre organisation. Et c'est ça qui est le plus important à consolider et à partager. Est-ce qu'il y a des innovations que vous avez faites et qui sont importantes à retenir dans votre organisation ou le contraire des erreurs que vous voulez absolument éviter à l'avenir? Donc, c'est ça la beauté d'un projet, de cette étape qui parfois
semble vraiment comme on veut juste finir de passer à autre chose, mais qui est vraiment important de le faire correctement. Donc, on peut finalement passer à la dernière diapositive qui est vraiment le post-mortem. Ici, c'est vraiment une rencontre dans laquelle je vous suggère vraiment d'avoir une rencontre post-mortem, mais plus avec l'équipe interne. Premièrement, parce qu'on veut partager les résultats du projet, on veut recueillir des impressions et des perceptions de votre membres de l'équipe, comment ils ont vécu l'expérience. Donc, on parle vraiment d'un retour d'expérience interne. Donc, on veut savoir les points forts, les points faibles, les points améliorés pour votre organisation et l'élaboration des recommandations. Évidemment, c'est aussi comme la partie que j'aime beaucoup partager, c'est vraiment le moment de célébrer parce que dans un environnement de travail, le marché de travail, où il y a beaucoup de roulement de personnel, où on est confronté à la rareté de la main-d'œuvre, et il y a rien de plus important que célébrer une équipe, que reconnaître votre équipe de travail. Donc, c'est le moment de la fête. Et puis, finalement, pour terminer ma présentation aujourd'hui, on peut changer de diapositive avec Chloé. Et comme vous avez remarqué, avec le temps que nous avions à notre disposition, je n'ai fait qu'un vraiment un survol de la gestion de projet, des outils qui sont disponibles à vous. Alors, je voulais terminer ce webinaire en vous présentant une liste d'outils, logiciels et plateformes qui peuvent appuyer la gestion de projet à l'ère numérique. Donc, aujourd'hui, ça s'avère très utile dans le fond, dans les contextes qu'on travaille, le travail à distance, les équipes multidisciplinaires, etc., d'avoir des outils en ligne dans le fond, dans la mesure de vos ressources de votre organisation. Donc, on peut changer les diapositives. Vous allez voir dans la prochaine diapositive une liste qui est non exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, j'essaie vraiment de le résumer et qui présente vraiment des outils de gestion qui sont disponibles en ligne. Comme dans tout, il y a des avantages, des désavantages, accessibles, faciles à intégrer, peu importe, mais ça reste à vraiment faire une analyse dans vos organisations. Donc, voici et dans une dernière diapositive, Chloé, s'il vous plaît. Et je vous ai résumé aussi un peu la littérature. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin, vous allez avoir une liste d'ouvrages plus au niveau de la littérature et la théorie à consulter. Donc, on est arrivé à la période des questions. J'aimerais savoir si vous avez des questions. S'il y a eu dans le chat, Chloé, tu peux me le dire. Sinon, mais je vous invite, c'est ça, à nous envoyer que ce soit vos questions, vos commentaires. C'est aussi le moment de nous dire comment vous avez trouvé ça, quoique vous allez remplir un sondage. Mais si vous voulez aussi nous envoyer des petits émoticônes, nous, les présentateurs, on aime savoir si vous avez trouvé ça intéressant, trop rapide, etc. Donc, pour moi, ce serait vraiment chouette de vous recevoir, de savoir que vous êtes toujours là. Zineb, est-ce que tu avais des questions? Alors non, ils sont assez silencieux. Il n'y a pas de questions dans le chat ni dans le Q&A. Alors, j'en ai une maintenant. C'est Catherine Saint-Hilaire. Donc, selon tes préférences, quels outils technologiques est ton préféré et pourquoi? Oh, ça c'est une très bonne question qui est vraiment dans le fond difficile à répondre comme ça parce que ça dépend du type de projet. Il y en a des outils qui sont vraiment mieux quand vous allez faire des projets simples d'un an, par exemple. Donc, vous allez pouvoir choisir des outils comme par exemple la suite de Word, de Project Manager. Si vous utilisez déjà la suite de Windows, par exemple, vous pouvez utiliser là. Asana est très bon, parce que quand vous avez partagé beaucoup d'informations et tout structuré vos réunions. Et, chaque outil a comme des avantages et des désavantages, mais c'est vraiment difficile de répondre parce que j'aurais besoin d'avoir un peu plus de détails sur le type de projet. Ça dépend de votre organisation aussi. Où est-ce que vous vous retrouvez par rapport à l'intégration des outils technologiques. Alors, il y a des outils qui sont un peu plus difficiles à utiliser que je ne vous suggérerais pas si votre organisation est moins habituée à ce genre d'outils en ligne. Donc, pour ça, il va falloir vraiment faire une analyse un peu plus détaillée. Donc, oui, désolée, mais c'est difficile de répondre comme ça. Et j'ai une personne qui demande si on peut refaire le slide concernant les outils technologiques, s'il vous plaît. Chloé, est-ce que tu pourrais nous partager à nouveau? De toute façon, vous allez le voir. Donc, Trello est aussi très, très utilisé. Asana, quand vous avez beaucoup d'informations à partager.
Project management, ça c'est vraiment plus dans des grosses organisations. En plus, ça coûte un peu plus cher dans le fond, mais ça dépend du type de projet que vous réalisez dans le fond. Ils fournissent la plupart un espace pour sauvegarder des informations, pour partager, pour se rencontrer virtuellement, et pour remettre la liste des tâches, etc. J'entends beaucoup parler de Trello pour des gens qui utilisent déjà Office, la suite de Office ou Windows, Project aussi, Asana, c'est très utilisé aujourd'hui. Et Monday, je l'entends souvent. Mais encore une fois, il faudrait analyser plus en détail chacune de vos situations. Merci, Chloé. Donc, c'est ça. Si vous n'avez plus de questions, moi, je vous dis merci. Et je crois que mes collègues vont partager un sondage avec vous. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous partager. Et merci de votre écoute. Merci de vos commentaires. J'ai vu quelques commentaires qui nous parlent de la présentation très utile. Donc, merci beaucoup. Lisette, on a encore une question. Oui. allez-y. Donc, que pensez-vous de Smartsheet comme outil de gestion de projet? Smartsheet, vous référez à Excel? Juste confirmer si vous parlez d'Excel ou de la suite de Google Sheet, dans le fond. Qui est la personne qui l'a dit? Juste nous confirmer. C'est Raymond qui a posé la question. Alors, Chloé, si tu peux juste peut-être activer le micro de Raymond pour qu'elle puisse parler avec Lisette. Merci, Raymond. Il faut juste ouvrir votre micro. Bonjour Lisette. Nous, on utilise beaucoup Smartsheet comme pour la gestion de projet. Je me demandais juste si tu connaissais ou pas. Mais Smartsheet, c'est comme dans la suite de Windows? Parce que c'est ça, mes logiciels sont C'est un programme séparé, absolument comme Trello, comme d'autres logiciels que tu as nommés, là. OK. Non, malheureusement, je ne les connais pas, alors je ne pourrais pas me prononcer dans le fond. Je pensais que vous parliez comme la suite de Google Sheet et que vous pouvez accéder en ligne, mais je ne les connais pas réellement. Mais dans le fond, ce que j'ai l'envie de vous dire, c'est que vraiment, peu importe le logiciel, je pense que si vous l'utilisez déjà, le plus important, c'est est-ce que ça fonctionne pour vous? Parce que dans le fond, ce qui fonctionne pour moi ou d'autres organisations ne peut pas nécessairement fonctionner dans votre organisation. Donc, ici, le plus important, c'est de trouver un logiciel qui s'adapte à votre organisation, à votre culture de travail, à votre façon de faire. Donc, chaque logiciel n'est pas pour toutes les organisations, dans le fond. C'est bon. Merci. Merci Lisette. J'ai une autre question. Merci Raymond également pour ta question. Alors, quel outil de communication peux-tu nous proposer afin de partager le tableau de bord ou autre information sur l'avancement de projet? Est-ce que tu pourrais répéter, Sina? Bien sûr. Quels outils de communication peux-tu nous proposer afin de partager le tableau de bord ou autre information sur l'avancement de projet? Oh oui, les outils de communication, ça c'est une super bonne question parce que dans le fond, dans la gestion de projet, les stratégies de communication est vraiment importante. Donc, quand vous avez des tableaux de bord et tout ça, il y a différentes choses, il y a différentes façons de les communiquer. Par exemple, si vous êtes déjà dans un environnement virtuel et que vous avez déjà accès à un serveur dans lequel vous logez toutes vos informations, donc, moi, je pense par exemple à Google Drive, par exemple. Mettons Google Drive, vous pouvez avoir un dossier qui est partagé avec les membres de l'équipe dans la réalisation de ces projets qui vont vraiment aller comme rentrer dans les drives du projet puis aller trouver les tableaux de bord. Ça serait une façon. Mais un tableau de bord, en réalité, il faudrait définir à qui il parle. Est-ce que le tableau de bord, c'est vraiment pour les gestionnaires qui va donner normalement des informations de suivi, que ce soit un cadre, que ce soit un DG, que ce soit une personne qui participe, par exemple, au conseil d'administration, parce que cette personne-là va rendre compte au conseil d'administration. Donc, dans ce sens-là, probablement, ces personnes-là n'ont pas accès au Drive. Alors, une autre façon de faire, c'est que les gens envoient régulièrement les tableaux de bord dans un courriel où on dit voici où on se retrouve par rapport à la réalisation de notre projet. Donc, dans le courriel, ils vont ajouter les tableaux de bord et la chose la plus facile, je trouve, que c'est de le donner en PDF qui est facile à imprimer. Si quelqu'un, par exemple, va dans une réunion et qui veut vraiment avoir accès rapide au tableau de bord,
c'est comme la chose la plus facile qu'ils puissent l'imprimer dans le fond. Donc, non modifiable dans le fond. Par la suite, si vous avez des petites modifications, on va vous le faire parvenir dans le fond. Est-ce que ça répond à la question? Il y a aussi des logiciels, dans le fond, qui proposent aussi une plateforme de communication. Donc, il y en a des logiciels qui proposent même comme un chat interne dans lequel vous pourrez mettre ensemble les différentes parties prenantes. Mais dans le fond, les personnes qui réalisent le projet, qui travaillent à la réalisation. Et on peut voir en ligne aussi l'avancement du projet. Donc, ça dépend vraiment qui sont vos équipes de travail, quel niveau technologique votre organisation se retrouve. Est-ce que vous êtes déjà habitué à travailler avec ces outils en ligne? Est-ce que vous n'êtes pas encore habitué? Donc, et si on a encore le temps, moi, j'aimerais ça parler de vos défis. Alors, j'aimerais ça ouvrir un espace. Tu me diras, Zineb, si on a encore le temps? Oui, on a encore le temps pour les questions ou si vous voulez avoir d'autres discussions. Dans le fond, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, que vous nous parlez de vos défis. Dans le fond, c'est quoi vos meilleurs défis, vos plus grands défis dans la gestion de projet? Parce que, outre la théorie que je vous ai donnée, dans le fond, c'est que moi, je retrouve, c'est que d'un côté, on a la théorie. C'est tous les éléments que je viens de vous partager. J'ai essayé vraiment de résumer ça en 1 heure pour nous donner le temps à la fin de vraiment répondre plus à vos organisations. Donc, parfois, la théorie n'est pas nécessairement applicable dans vos contextes tels quels. Donc, moi, ce que je veux savoir vraiment, c'est par exemple, dans quelle étape vous retrouvez que vous rencontrez les défis les plus importants. Donc, si quelqu'un aimerait nous partager quels sont vos défis dans la réalisation du projet, à quelle étape est-ce que vous rencontrez le plus de freins ou de limitantes ou des obstacles dans la réalisation de vos projets? On a 2 personnes qui ont levé la main. On peut donner la parole. J'ai Nancy puis Mahamadou. Donc, je vais commencer par Nancy. Super. Alors, Nancy, on vous écoute. Bonjour. Alors, merci. Je travaille dans un conseil scolaire francophone. Puis, je dirais qu'on est très bon à faire les planifications. Ensuite, on se fie, souvent, les planifications sont faites au niveau du conseil ou même au niveau d'une école. Ensuite, on se fie on donne beaucoup d'autonomie aux gens pour réaliser ce qu'on a planifié. Mais je pense qu'il y a comme pas assez de suivi en cours de route, ce qui fait que, ou c'est la collecte de données qui pose un problème parce que là, souvent, on veut des données comment je pourrais dire, qui sont comparables d'une année à l'autre. Alors, on attend les tests du ministère de la fin de l'année ou juste les bulletins, puis ça nous fait comme pas assez d'informations, puis pas de... ça fait que les suivis sont très, très loin les uns des autres. Là. Tu sais, comme des fois, on pourrait voir à la fin de l'année que ça a marché ou ça n'a pas marché, mais on ne peut pas trop savoir pourquoi parce qu'on n'a pas fait assez de suivi en cours de route. Puis je pense qu'on doit améliorer ça, mais là, je ne sais pas trop comment l'aborder pour... ça touche tellement beaucoup de gens parce que c'est les équipes de direction d'école qui, eux autres même, vont faire le processus que nous, on ferait. J'aimerais qu'on soit un bon modèle pour eux, pour qu'ils fassent le même processus avec leur personnel enseignant parce qu'eux non plus ne savent pas comment faire les suivis en cours de route, tu sais. Est-ce qu'ils vont l'observer en classe? Est-ce qu'ils vont juste en parler dans leur rencontre du personnel? Donc, je trouve qu'on manque au niveau du suivi, du monitorage. Les éléments que je pourrais vous partager, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment au niveau de suivi et de monitorage. Alors, moi, je vous ai présenté un outil qui est vraiment le plan d'action et j'ai comme l'impression que vous auriez avantage à mieux définir vos indicateurs parce que dans les indicateurs, quand on va dire, bon, qu'est-ce qui va nous dire que nous avons réalisé la tâche A, B ou C, c'est vraiment l'indicateur qui va nous aider à mesurer si ça a été réalisé ou non. Alors, un indicateur, pour qu'il fonctionne, c'est que ça doit être quelque chose qui est mesurable. Donc, on part normalement de quelque chose qui est mesurable. Par exemple, en ce moment, je ne vais pas nécessairement vous dire un indicateur qui est pertinent pour vous, mais je vais donner des exemples parce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas, peut-être le nombre d'élèves qui ont participé à telle activité, et le nombre de personnes qu'on a recrutées comme bénévoles pour tel ou tel service. Et on doit être capable de les mesurer puis de les quantifier,
Quand on parle des indicateurs qui sont très ambigus ou bien qui sont plus qualitatifs, par exemple, vous avez mentionné le mot observation, mais dans ces observations-là, peu importe qui est la personne qui va faire les observations, il va falloir qu'il aille comme, comme des points de repère sur quoi elle va porter ces observations. Et je pense que ça vous aiderait énormément d'établir un système auquel tout le monde qui est vraiment impliqué dans le suivi, qui ait accès facile pour essayer de réduire le temps que ça prend, comme vous mentionnez, entre un suivi et l'autre. Qu'est-ce que je vais dire pour ça? Dans le fond, de se créer une structure assez simple, que ce soit un tableau Excel. J'ignore comment vous fonctionnez au niveau des outils technologiques, mais mettons un simple tableau Excel dans lequel vous avez identifié vos indicateurs et vous demandez un suivi régulier de ces indicateurs-là. Donc, vous allez avoir une colonne où vous demandez un suivi junior. Vous pourrez déterminer que c'est à chaque mois ou à chaque 2 semaines, dépendamment du temps qui vous convient, pour que quand vous voulez vraiment faire le suivi et la surveillance de votre projet-là, vous ayez facilement accès à votre information et vous ayez accès vraiment assez à l'avance pour porter des ajustements. Je ne sais pas si je m'explique, mais ça serait une partie comme les indicateurs. Et peu importe si le projet est déjà en cours, on peut toujours revenir pour avoir une réflexion sur nos indicateurs ou qu'est-ce que nous avons défini vraiment comme mesure de performance dans le fond. Parce que le projet doit être capable de se mesurer. Pour la réduction des comptes ou peu importe, on doit être capable de mesurer qu'est-ce qu'on a réussi à faire, comment on l'a mesuré et qui va s'assurer d'obtenir cette information. Peut-être que ça serait une autre piste de solution. Qui va le faire? Il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable de ce suivi, qui aille vraiment assigner ces tâches-là pour ne pas se perdre. C'est ça, parce que ce qui arrive normalement, c'est qu'il y a plein de personnes qui font des suivis puis des efforts, mais soit que les informations ne sont pas consolidées ou centralisées, et même si parfois nous les avons, parce que nous avons cette information, par exemple, s'il s'agit des intervenants qui travaillent directement avec les élèves ou avec un certain profil, peu importe, vous avez déjà comme les informantes clés. Il s'agit juste de les documenter. Et pour faire cela, c'est vraiment les indicateurs qui vont vous aider à faire, à réduire la tâche. Établir non seulement les indicateurs, mais la fréquence dans laquelle ils doivent être évalués par un système interne, dans le fond, c'est ça que vous lancez. Est-ce que ça vous donne des idées, Nancy? Oui, merci, parce que je pense que justement, peut-être que c'est justement qu'on se réfère juste aux objectifs SMART du début. Disons, 75% des élèves auront atteint tel niveau de performance, mais là, mes indicateurs pourraient être le nombre de personnes que j'ai réussi à former, le nombre d'élèves sur qui on a fait des interventions précises. Donc, je vois que ce serait comme des mini-cibles à l'intérieur de cette grande cible, tu sais. Merci beaucoup. Exactement. Donc, je rappelez-vous toujours, quand on a un gros projet là, il faut les subdiviser en petits tâches, en mini-objectifs, le plus simple possible. Et après ça, on les consolide, on les centralise. Merci, Nancy. Ensuite, Mahamadou. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, c'était très bien. Moi, deux problèmes que j'ai rencontrés ou que je rencontre parfois, c'est d'abord, vous avez parlé au départ des phases du projet, initiation et planification, réalisation, etc. Généralement, quand on commence la gestion de projet, on a tendance à penser que ça doit vraiment se succéder. Et parfois, alors que en fait, c'est vraiment dynamique et qu'on va toujours entre les différentes phases du projet revenir pour corriger, puis s'ajuster, etc. La deuxième chose, ça m'amène à la deuxième chose qui est aussi la gestion du changement en gestion de projet et le fait que c'est très, très important d'avoir un comité de gestion du changement, en fait. Sinon, on continue à introduire des changements et on veut toujours faire mieux alors qu'on a un temps limité et donc parfois on peut se retrouver à rajouter des choses qui ne sont pas nécessairement, qui n'étaient pas décidées au début du projet et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tous en gestion de projet. Voilà, merci. Oui, merci Mahamadou. Et oui, effectivement, comme vous le mentionnez, c'est cette étape que je vous ai présentée. Je ne suis pas certaine que je l'ai mentionné tel quel, mais même si elles sont présentées de façon séquentielle, il y a une interdépendance, ça c'est clair, parce que les projets, dans la théorie, pourraient être, c'est ça, initiés, réalisés puis évalués, mais dans la pratique, il y a beaucoup de
des choses auxquelles on n'a pas prévu. Alors, je l'ai mentionné dans les différents outils. Dans le fond, ce qui va vous permettre vraiment de revenir, de revoir les choses, c'est dans les outils que vous mettez à la disposition de votre projet. Par exemple, les calendriers. C'est sûr qu'idéalement, on a la tâche A, B, C, etc., mais qui ne sont pas réalisées nécessairement au même moment, ça c'est clair, qu'il va y avoir vraiment une interdépendance dans la réalisation des tâches. Mais le plus important, c'est de toujours revenir puis les mettre à jour. Donc, il va falloir que dans vos projets, vous définissez aussi ces mécanismes-là. Comment est-ce que ça va fonctionner? À quelle fréquence est-ce qu'on veut revoir dans l'ensemble de notre projet? À quelle fréquence est-ce qu'on va se réunir? Vous avez mentionné les comités. À quelle fréquence est-ce qu'on va se réunir avec les comités pour vraiment réviser? Est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on n'est pas rendu? Quelle chose qu'on devrait ajuster vraiment pour aller plus accélérer ou pour intégrer tel aspect-là, comme les changements, comme les gros changements, là, on ne le prévoit jamais. Par exemple, personne s'y attendait à une pandémie et tout le monde, dans tous les projets, on a vécu des ajustements au niveau de cette pandémie-là depuis bientôt 2 ans. Alors, il y a eu, et je pense qu'il n'y a aucun plan qui prévoyait ce risque-là, qui est arrivé comme ça tout d'un coup, mais finalement, on a su s'ajuster au télétravail et tout ça. Donc, la notion de risque est super importante. Et même si on ne peut pas identifier tous les risques en partant de notre projet, c'est important qu'il y ait cette notion qui soit présente dans nos comités. Mais il faut faire aussi attention à la notion des comités parce que déjà, un comité de suivi est parfois demandant à gérer. Et moi, je ne suggère pas vraiment, à moins que vous êtes vraiment une grosse organisation et un super gros projet, d'avoir différents comités. Dans le fond, dans mon expérience, c'est comme un comité central, peu importe comment il s'appelle, des suivis consultatifs et pilotage, peu importe, mais que les décisions les plus importantes soient prises à l'intérieur d'un seul comité. Et ça risque, le contraire risque comme vraiment de défragmenter l'information et de vraiment complexifier la prise de décision. Donc, je suggère plutôt d'avoir un bon comité qui soit solide, qui soit formé de bonnes personnes, des experts ou des personnes qui ont un rôle à jouer important dans les comités, qui soit vraiment, qui fassent le suivi, notamment des risques, puis au niveau du changement. Parce qu'aujourd'hui, nos équipes de travail ont besoin d'une énorme capacité d'ajustement, de flexibilité et de s'ajuster au changement. Parce que la seule notion qui est vraiment stable, c'est les changements. Donc, je remercie énormément Mahamadou d'introduire cette notion parce qu'aujourd'hui, on est juste certain du changement dans le fond. Donc, c'est important d'intégrer cette notion. Est-ce que ça répond, ça vous donne d'autres idées, Mahamadou? Ça ajoute à ce que vous avez déjà réfléchi? Oui, non, merci énormément pour ça et je suis d'accord aussi avec le comité unique et de ne pas multiplier les comités. Merci pour cette réponse. Super. Et Zineb, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui aimeraient partager les défis? Pour le moment, non. Merci Mahamadou, mais je voudrais juste faire part d'un commentaire. Sophie voudrait bien en fait échanger de bonnes pratiques sur Smartsheet. Elle a écrit un message sur le chat avec son adresse courriel. Donc, si vous êtes intéressé, rentrez en contact avec Sophie pour partager les bonnes pratiques. Une super bonne idée. Je trouve que ces moments de partage de bonnes pratiques, c'est ça vraiment qui est riche dans un atelier comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous encourage. Si une autre personne qui rencontre des défis, par exemple au niveau de la clôture, on a parlé un peu de la planification, la réalisation et le suivi. Est-ce que dans la clôture, l'évaluation, est-ce que vous rencontrez des défis? Est-ce que quelqu'un aimerait nous partager? Comme ça, on fait la boucle des 3 étapes que je vous ai partagées aujourd'hui. Dans la clôture, est-ce que vous avez des défis au niveau de la révision des comptes? Vous êtes toujours à la dernière minute ou vous suivez les exigences de vos bailleurs de fonds? Comment vous faites le suivi? Quelqu'un aimerait nous partager comment excusez-moi, pas le suivi, comment vous faites la clôture de vos projets? On aimerait ça vous entendre. Donc, une personne courageuse qui aimerait nous partager cet après-midi. Oui, alors Lisette, j'ai encore Nancy. Merci Nancy pour ta participation.
Souvent, au niveau de la clôture, je trouve, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez donné comme information. Ça m'a déjà donné plein d'idées parce que je trouve que la clôture, c'est qu'on regarde nos dernières données, on vérifie si on a atteint ou non. Souvent, on a des rapports, nous, notre bailleur de fonds, c'est le ministère de l'Éducation en grande partie. Donc, on a des rapports narratifs ou parfois narratifs et financiers ou des fois juste financiers à faire. Mais je trouve que le défi, c'est qu'on manque sur revenir sur notre pratique pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris dans ce projet-là pour la prochaine fois, éviter des erreurs ou tout de suite démarrer de telle façon parce que là, on a vu que ça, c'était plus efficace. Donc, on manque vraiment à ce niveau-là. Donc, vos informations que vous nous avez données sur comment que ça s'appelait, le cadre logique aussi, tu sais, quelque chose de visuel qui nous montre, qui fait un peu, ça récapitule aussi notre plan d'action qu'on avait, qui était bien fait, mais ça nous remonte encore pourquoi ces étapes-là, même pour vérifier que notre plan d'action a du sens. Si on le met dans le cadre logique, on voit que chaque domino a une répercussion une sur l'autre. Je pense que c'est avec un tableau comme ça, c'est bien aussi on peut voir où est-ce qu'il y avait des trous puis des choses qui ont été moins efficaces, où est-ce que ça nous a nuit. Donc, je trouve qu'on perd vraiment. On fait un post-mortem, mais souvent le post-mortem on dirait que c'est plus qualitatif ou les activités n'étaient pas assez stimulantes ou je sais pas quoi. C'est pas quelque chose qui nous aide tant pour la prochaine étape ou le prochain projet qu'on va vivre, là. Donc, je pense qu'on doit être plus efficace à ce niveau-là. Juste le faire, ça va déjà être un début d'aller plus loin, là. Fait que, merci pour les informations. Merci Nancy. Et j'ai le goût d'ajouter, vraiment pour revenir sur la notion des ressources humaines. Moi, je trouve que si on a une belle équipe de ressources humaines et aujourd'hui, vraiment, l'accent est mis sur les ressources humaines parce qu'on a quand même c'est nos talents. Donc, les personnes qui travaillent. Si on n'a pas de personnes, le projet n'est pas réalisé. Donc, il faut vraiment miser sur la reconnaissance des personnes et pour vraiment complémenter votre partage. Merci beaucoup, Nancy. Et une pratique qui est vraiment simple, je l'ai déjà vue, surtout dans des grosses organisations comme la vôtre, une commission scolaire ou peu importe, mais parfois, les transferts de connaissances, parce que vous avez différentes équipes, alors peut-être que votre équipe qui a travaillé sur ces projets, il est au courant de ce qui est arrivé, il est au courant des choses qui pourraient être améliorées dans le futur, etc. Mais encore, comment les transferts vers les autres départements de l'organisation ou vers les autres gestionnaires des projets, peu importe. Parfois, ça peut être tout simplement dans une rencontre post-mortem d'identifier justement ces points. Qu'est-ce qu'on a apprécié le plus de travailler dans ces projets? Sur quoi est-ce qu'on devrait vraiment mettre l'accent ou des petites choses améliorées, etc. Et d'en faire, par exemple, une communication. Je ne sais pas si vous avez des infolettres ou des communiqués mensuels ou peu importe la forme que ça prend d'un communiqué que vous partagez aussi avec les CA, mais surtout les personnes. On parle surtout des équipes de travail qui puissent dire tout simplement on félicite l'équipe telle parce qu'on a réussi à finaliser notre projet. Voici les résultats en 2-3 lignes. 250 élèves qui, etc., ont fait ça, par exemple, persévérance scolaire ou peu importe. Et de dire aussi quelques mots ou un point sur vraiment ce que nous avons appris comme organisation. Ça part comme d'une acceptation, d'une humilité de l'organisation à s'améliorer. Donc, on est dans l'amélioration continue. Vous reconnaissez votre personnel en public. C'est vraiment important de faire la reconnaissance des personnes qui travaillent, qui collaborent avec l'organisation aujourd'hui. Et vous partagez, vous faites ce transfert des connaissances vers d'autres départements aussi. Donc, ça peut être tout simplement un communiqué où les gens vont aussi recevoir des commentaires sur Bravo, à telle équipe, etc. Mais à l'interne, ça serait aussi important de garder comme un répertoire de bonnes pratiques. Donc, à chaque fois que vous initiez un autre projet, quand vous êtes en train de le planifier, vous allez ouvrir votre fichier bonnes pratiques. Vraiment, ça ne doit pas être trop compliqué. Ça peut être des puces, vraiment, des points de forme où vous signalez qu'est-ce que vous aimeriez, dans quoi vous voudrez mettre l'accent ou faire attention dans une prochaine fois, par exemple. Ça peut être aussi simple que ça. Merci, j'apprécie parce que justement, le côté reconnaissance, on n'y passe pas. On a eu des changements de leaders, disons, puis les leaders qui sont là sont axés sur les résultats, la tâche, tout ça, mais ils ne sont pas très axés sur la personne. Donc, c'est une tâche, une autre réalisation,
on ne prend pas la peine de dire « Ah, ça, c'est un succès » ou juste c'était pas un succès, mais bravo à tout le monde, on a quand même avancé, puis la prochaine fois, on va faire mieux, tu sais, comme... Puis je trouve que l'exemple que vous avez donné, c'est facile, c'est simple, c'est pas d'organiser un gros party puis de faire un 5 à 7 pour célébrer ça, c'est juste de le souligner puis de partager en même temps avec d'autres gens autour pour qu'ils voient, puis c'est super, merci beaucoup. Exactement, ça crée la motivation parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas juste avoir des employés robots qui réalisent des tâches comme ça a été la tendance dans la gestion et parce que c'est les exigences des bailleurs de fonds et tout ça, on nous oblige à être tout carré, mais ça parle aussi de vraiment la reconnaissance envers les employés, le fait qu'aujourd'hui, en tant que collaborateur, collaboratrice, on veut contribuer. Au-delà des objectifs, on veut vraiment savoir que notre travail a été utile et qu'on a, par exemple, aidé les élèves à avoir c'est ça, une meilleure performance ou les accompagner ou demander des élèves qui rentrent dans le décrochage ou peu importe, mais on veut vraiment savoir que notre contribution en tant qu'employé a laissé une trace. Et aujourd'hui, cette notion est incontournable aujourd'hui, je trouve. Merci, Nancy. Elisette, on prend une dernière intervention de Sophie Routier. Oui, bonjour. Pour ajouter aussi, nous, à la dernière question, nous, on a un modèle de plan de projet qui, on espère, sera un leg, même s'il y a une rotation d'employés. Puis dans le modèle même, on a rajouté des conseils d'anciens cours d'eau. Donc, en tout cas, à voir, on le teste, on vous laissera savoir si ça fonctionne, mais on s'est dit que de cette façon-là, peut-être que justement les bonnes pratiques vont rester parce que c'est ça, quand il y a un roulement dans l'équipe, des fois, on se retrouve à faire les mêmes erreurs et c'est un peu dommage, mais c'est encore du travail qu'on fait qui est justement ma prochaine question. On écrit des rapports, surtout quand on termine des activités. Puis à chaque fois que j'écris un rapport, je me dis, je trouve que c'est lourd, surtout comme document. Je ne sais pas s'il y a des meilleures alternatives à ça. Je vois l'importance des rapports parce qu'évidemment, c'est ça, tu vas noter les bonnes pratiques, ce qui a moins bien fonctionné, désolé. Mais ça devient souvent des documents lourds. Et je me dis, qui va vraiment le lire? On est quand même on est occupé et tout ça. Donc, j'essaie de voir est-ce qu'il y a une façon encore plus efficace de faire ces rapports-là pour justement pas perdre cette connaissance-là, cette expertise-là, un peu comme la question avant moi, là, mais plus au niveau des rapports. Là. Et moi, c'est ça, je pourrais ajouter dans le fond pour les rapports. Effectivement, on est comme dans une réalité où si des rapports et des gabarits sont imposés par nos bailleurs de fonds, on n'a comme pas le choix de s'y conformer d'un côté. Mais d'un autre côté, si, par exemple, si les bailleurs de fonds nous imposent qu'il y a 5000 sections et que dans les sections, on doit tout détailler et tout ça, je ne suis pas certaine que c'est sûr qu'il pourrait être question d'échanger avec votre bailleur de fonds qui vous exige un tel rapport pour voir la flexibilité de les modifier à certains moments. Nous, c'est des rapports, désolé, nous, c'est des rapports à l'interne. Donc, c'est pas parce qu'il y a certains des projets qui n'ont pas... C'est vraiment des rapports qui sont gardés à l'interne. Peut-être qu'ils sont éventuellement partagés aux bailleurs de fonds, mais répondent plus à nos besoins qu'aux besoins du bailleur de fonds. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus facile dans votre cas si c'est à l'interne parce qu'il y en a qui sont vraiment pris dans des gabarits qui n'ont pas le choix. Mais merci, Sophie, de clarifier. Alors, moi, je suis vraiment pour les résumés exécutifs. Moi, j'utilise énormément les résumés exécutifs. Parfois, j'accompagne des clients vraiment qui vont lancer un nouveau produit ou peu importe. Et je commence par les résumés exécutifs qui est vraiment il faut vraiment avoir un esprit de synthèse pour le faire, mais en une page, moi, je fais toujours un tableau qui résume, dans votre cas, la réalisation de votre projet. Et moi, ce que je vous suggère comme résumé exécutif, c'est vraiment les cadres logiques dans lesquels on voit les ressources qui ont été assignées au projet, les activités qui ont été réalisées, les objectifs, les résultats, la finalité du projet. Ça résume vraiment en une seule page la vue d'ensemble du projet. Et c'est sûr qu'après ça, vous avez des sous-sections. Fait que vous avez la section pour les contextes, la section pour les détails des interventions ou des activités, l'équipe de travail. Mais je pense qu'on doit commencer à transformer aussi notre vision sur ces rapports-là parce qu'effectivement, on trouve difficile aujourd'hui à des équipes où des documents sont trop longs à lire tout ça. Donc, c'est comme inutile de faire une longue rédaction si personne ne va les lire. Moi,
commencerez à transformer petit à petit ça dans vos organisations, à essayer de réduire à chaque étape un peu moins long, mais sans laisser de côté des informations qui sont essentielles. Donc, je pense que ça serait question de réflexion. Qu'est-ce qui est le plus important pour votre organisation dans un rapport? Puis ensuite, essayer de vraiment intégrer ces éléments clés dans un rapport. Ça serait comme vraiment mon intervention, Sophie. Merci. Donc, merci beaucoup tout le monde. Zineb, je pense que ça conclut la période de questions. Effectivement, merci Sophie, merci tout le monde pour votre participation. Donc, je viens de mettre le lien du sondage sur le chat, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche et s'il vous plaît, répondez pour nous permettre justement d'améliorer notre performance. Donc, le Slido, c'est assez simple. Pour accéder au sondage, vous cliquez sur le lien. Ou sinon, Chloé peut également afficher le QR code, s'il te plaît, Chloé, à l'écran. Puis, vous aurez 20 secondes à peu près pour répondre aux 2 premières questions. Puis la 3e question, c'est une question de développement. Donc, je vous encourage vraiment à participer afin de nous aider à nous améliorer. Merci beaucoup. Donc, on vous accorde juste quelques secondes pour répondre au sondage, puis Josiane va intervenir pour clôturer la formation. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Un grand merci à tous et à toutes pour votre participation cet après-midi. Ça nous fait plaisir de vous entendre et commentaires, de discuter avec nos formateurs, nos formatrices. Vous souhaite un bon après-midi et puis il y aura une nouvelle formation dans 2 semaines. Et ne manquez pas, ce sera à la même heure le 23 juin dans 2 semaines. Merci, au plaisir de vous voir très prochainement. Je viens de mettre le lien pour la prochaine formation. Vous pouvez déjà vous inscrire, le lien d'inscription est ouvert. Merci, au revoir à tout le monde. Merci Lisette, merci tout le monde, au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.